Et si le danger de notre époque n'était pas de manquer de savoir, mais d'en recevoir trop jusqu'à ne plus parvenir à le transformer en connaissance? Cher futuronaute, un nouveau murmure du futur vient d'arriver. Dans Bruit blanc, tu entres au bureau des causalités humaines non résolues. Andreus, Iriam et Basile mènent l'enquête. Un homme est mort. Des phrases couvrent les murs de son appartement, un violoncelle désaccordé occupe la scène et Atlas, l'intelligence qui relie toutes les données du monde, ne parvient pas à comprendre ce qui s'est réellement joué. Car le savoir s'accumule, mais la connaissance, elle, s'intègre. Elle demande du temps, une mémoire, un corps, une traversée intérieure. Sans cela, même l'abondance devient du bruit blanc. Tu peux écouter ce fragment à ton rythme, grâce au sommaire en description. Choisis ton chemin d'expérience et rejoins l'enquête. Je suis Alma Khan, bienvenue dans Fragments de Futur Possible, des récits conçus pour éveiller ta capacité à voir loin, à aiguiser ton discernement et à reprendre la main sur ton futur. Ici, on ne prédit pas l'avenir, on le vit. Alors, entre dans la machine à voyager dans le temps et écoute ce que la connaissance tente encore de sauver du bruit. Au bureau des causalités humaines non résolues, nous avions appris à nous méfier des dossiers trop complets. Les affaires ordinaires arrivaient avec leurs carences, leurs témoins contradictoires, leurs capteurs défaillants, leurs angles morts ménagés par la honte, l'argent, l'amour ou par cette vieille obstination humaine à cacher ce qui nous révélerait trop au grand jour. Ce genre d'affaires-là ne m'inquiétait pas. Elles demandaient du terrain, de la patience, une méthode, parfois un peu d'intuition, ce mot que l'administration supportait encore à condition qu'on le rangeât dans la colonne hypothèse de contexte. Les dossiers archi-complets, eux, sentaient le piège. Ils arrivaient lisses, propres, bordés de métadonnées, nourris par Atlas jusqu'à l'obésité. On y trouvait les déplacements, les constantes biologiques, les historiques d'échanges, les achats, les silences domestiques, les micro-variations de sommeil, les archives familiales, les modélisations affectives, les probabilités de rupture, de fatigue, de colère, de renoncement. Tout était là. Trop là. Et quand ce tout regorgeait d'informations jusqu'à la nausée, sans pour autant que l'ensemble tienne, on m'appelait. Officiellement, je suis enquêteur au bureau des causalités humaines non résolues. Personne ne prononce ce nom jusqu'au bout, sauf les convocations, les formulaires de transmission et les supérieurs qui n'avaient plus aucune raison de parler simplement. Dans les couloirs, nous disons le bureau des causes. C'est bien suffisant. Nous intervenons lorsque les faits sont connus, les données disponibles, les liens techniques établis, mais que la raison humaine d'un acte demeure introuvable. Ce matin-là, un dossier tombe, classé en alerte blanche. La mention s'étale sur la surface mate de mon bureau, sans alarme sonore. Atlas sait que la sobriété inquiète davantage les gens instruits. Il signale à l'écran. Surplus informationnel, causalité humaine non établie, intervention terrain requise. Je relis la phrase plusieurs fois, moins par nécessité que par résistance. Mon esprit tarde à ouvrir les strates de contexte légal, d'antécédents psychiques, de régime des morts volontaires, d'indices d'anomalie, de taux de falsification ou encore de signature comportementale. Il faut dire que les chemins se déploient avant même que je les demande. Atlas me connaît assez pour préparer mes questions et j'y suis si habitué que je les confonds parfois avec les miennes. Je ferme la main sur la tasse froide devant moi. La céramique a un défaut sous l'anse, une petite aspérité que mon pouce cherche chaque matin. Je l'ai toujours trouvée désagréable, mais depuis quelque temps, je ne sais plus si je la touche parce qu'elle me déplaît ou parce qu'elle me prouve que ma main précède encore ma pensée. Iriam entre sans frapper. Elle ne frappe jamais. Elle effleure la commande d'accès, attend la demi-seconde réglementaire, puis entre avec la certitude des êtres qui ne s'embarrassent ni de politesse, ni d'hésitation. Elle a déjà le dossier ouvert dans ses lentilles. Tu as vu ? Je hoche la tête. Suicide apparent hors protocole. Appartement privé, aucune déclaration d'intention, aucun passage par autocabine, aucun contrat avec un établissement agréé de fin volontaire, aucun message d'adieu indexable et des murs écrits du sol au plafond. Sa voix est calme, précise, presque chirurgicale.
Myriam appartient à cette génération qui a cessé de considérer l'augmentation de l'espèce humaine comme une thèse. Pour elle, l'humain a toujours été un brouillon technique et la dignité autant que le progrès consiste à le corriger avec élégance. Atlas ne conclut pas? Demandai-je. Elle eut un léger sourire. Atlas propose 846 chaînes causales plausibles. Aucune ne dépasse le seuil de la cohérence humaine. J'aurais dû trouver cela inquiétant, mais je fus d'abord soulagé. Une affaire résistante justifiait que je sorte du bureau, que je voie un lieu, une lumière réelle, une poussière non modélisée, un désordre qui n'aurait pas été encore converti en schéma. Je m'en voulus aussitôt de cette joie médiocre. Un homme était mort, et je me réjouissais d'avoir enfin une raison de me déplacer. Qui est-il? Elior Voss, 62 ans, ancien architecte de compression cognitive pour Atlas, département des réponses assimilables. Je lève les yeux au ciel. Le terme n'est pas administratif et revêt quelque chose de presque obscène. Des réponses assimilables. Toute notre époque tient dans cette formule. Il ne s'agit plus de rendre l'information accessible, mais de restituer une certaine notion du vrai, plus digeste, rapide, fluide et acceptable par notre civilisation pressée. Voss avait donc travaillé à cela. Il avait poli les chemins par lesquels les savoirs entraient en nous, sans accrocher. Il avait donc accès aisément au protocole de mort volontaire. Plus que n'importe qui. Son dossier civil est impeccable. Aucun contentieux, aucun trouble déclaré, aucun endettement, aucun isolement social critique. Il avait réservé il y a 3 mois une consultation exploratoire dans une maison de fin consentie, puis l'a annulée sans motif. Depuis, il est en stabilité comportementale. Et pourtant, il meurt chez lui. Oui, mais pas seulement. Myriam glisse le dossier du suicidé vers moi. Les images s'ouvrent sur la surface du bureau et je suis instantanément saisi par les murs de la scène de décès. Il y avait des phrases inscrites partout. Certaines en lettres hautes, d'autres serrées près des plaintes, d'autres encore obliques, interrompues par des traits, des reprises, des mots encerclés. L'écriture n'avait rien de délirant, et c'est bien ce qui me troubla. Elle ne courait pas dans tous les sens. Elle semblait obéir à une contrainte invisible. Des fragments de mots revenaient comme une obsession. Ne complète pas. La note manque. Trop clair pour être vrai. Gardez le défaut. Le blanc n'est pas le vide. Un récit propre vaut mieux qu'un souvenir sale. Atlas avait identifié les sources, les références probables, les variations lexicales, les contradictions internes. Il avait produit des cartes, des liens, des réseaux sémantiques. Le résultat ressemblait à une ville vue de trop haut, lumineuse, immense, mais impossible à habiter. Puis, je vis le violoncelle. Il se tenait au centre de la pièce, légèrement incliné, comme un corps qu'on aurait relevé par respect, sans parvenir à lui rendre sa posture. Un violoncelle de fabrication ancienne, brun profond, vernis usé sur les bords, chevalet très légèrement déplacé. Une corde semblait détendue, pas rompue. L'objet ne décorait pas la scène, il semblait l'occuper tout entière. Myriam suit mon regard. Atlas le classe comme élément affectif secondaire. C'est un instrument non connecté, restauré récemment, à la valeur patrimoniale élevée. Aucun impact causal démontré. Restauré par qui? Elle consulte les données sans ciller. Basile Marraine. Le nom me traverse avec un retard ridicule. Pendant une fraction de seconde, je sus tout de ce patronyme, ses occurrences régionales, ses probabilités généalogiques, ses fréquences dans les registres, jusqu'à l'évidence. Basile est mon frère. Myriam s'en aperçut. Tu le connais déjà, on dirait. Basile est mon frère. Elle reste silencieuse, mais je vois déjà le dossier se reconfigurer autour de moi. Atlas avait sans doute établi la collision, calculé le conflit d'intérêts, mesuré l'utilité de mon maintien dans l'enquête, évalué mon degré d'implication affective. Mais rien n'apparaît pourtant à l'écran, et c'est pire. L'absence de notification me donne la sensation d'avoir été jugé assez stable pour continuer. « Tu veux te récuser ?» demande Myriam. Je regardais le violoncelle, puis les murs. Dans un angle de la pièce, Voss avait écrit en très petits caractères « Ne laisse pas la réponse manger la question. » Non, il n'y a aucune raison tangible.
Le trajet jusqu'à l'appartement se fait sans dire mot. Les véhicules administratifs n'ont plus de vitres au sens ancien, ils offrent des surfaces contextuelles capables de restituer le dehors ou d'afficher les couches d'informations jugées utiles. Je laisse le mode transparent. La ville monte autour de nous dans sa netteté excessive, façade sans enseigne, flux doux, drone de maintenance, passant guidés par des consignes que seul percevait. Atlas ne parle pas. Il n'en a pas besoin. Il est dans les orientations, dans les retards évités, dans les portes ouvertes au bon moment, dans les itinéraires si bien ajustés que personne ne se souvient plus avoir choisi son chemin. Atlas n'est plus un outil ou une simple IA générative depuis longtemps. Il est devenu la trame cognitive du monde, un réseau générativo-quantique où l'on dépose nos questions, nos choix, nos souvenirs, nos morts même, et qui nous rend en retour des chemins si bien éclairés qu'ils finissent par ressembler à notre propre volonté. Iriam examine les premières synthèses et je sens son attention se déplacer avec la vitesse tranquille d'une lame. « Tu n'aimes pas les dossiers trop cohérents ?» dit-elle soudain. Je me tourne vers elle. C'est Atlas qui te l'a soufflé? Non, tu regardes toujours ailleurs quand une hypothèse s'emboîte trop vite. Je faillis sourire, constatant qu'Iriam m'observe plus finement que je ne l'aurais voulu. Une hypothèse qui s'emboîte trop vite a souvent été rabotée, dis-je. Ou bien elle est vraie et il n'y a pas à chercher plus loin. Le vrai résiste aussi. Ce qui est réel n'est pas forcément juste et inversement d'ailleurs si l'on en croit Atlas. Iriam retire ses lentilles une seconde, geste rare chez elle, presque répréhensible, laissant des yeux nus d'une beauté plus sévère encore. Andréus, un acte incompréhensible est seulement un acte dont le modèle n'est pas assez complet. Je connais cette phrase. Je l'ai longtemps pensée avant qu'elle ne la dise. Elle avait eu pour moi l'évidence d'une modernité saine. Plus de données, moins d'ombre. Plus de liens, moins de violence. Plus de modèles, moins de superstition. Je n'avais jamais adoré Atlas. Je m'y étais adapté comme on s'adapte à l'eau courante, à la lumière automatique, aux véhicules motorisés autonomes, aux diagnostics qui arrivent avant la douleur. Je ne l'avais pas précisément désiré dans ma vie, mais je lui avais tout de même cédé pensées intimes et morceaux de vie, un par un. Peut-être, répondis-je. Iriam remet ses lentilles. Tu dis peut-être comme si tu n'avais pas encore trouvé la phrase qui te permettrait de dire non. Iriam n'a peut-être pas tort. Notre obsession à vouloir compléter les modèles pour nourrir Atlas afin qu'Atlas nous porte en retour ressemble parfois à un cercle sans fin où l'incertitude et l'aléatoire sont des anomalies à corriger. Un cercle impossible à briser. L'appartement de Vos occupe le dernier étage d'un immeuble ancien conservé pour son irrégularité. Les promoteurs disent que ces bâtiments offrent aux citadins une relation apaisée avec l'imprévisible. En réalité, les riches payent cher pour habiter des murs qui n'ont pas été pensés pour eux. La porte reconnaît nos accréditations et s'ouvre sur une odeur de bois chauffé, d'encre sèche et de poussière. Je m'arrête sur le seuil. Les images d'enquête que nous avions reçues de la scène n'évoquaient rien. Elles montraient tout, mais elles ne rendaient pas la densité de la pièce, sa façon de retenir l'air, de contraindre le corps à ralentir. Les murs couverts d'écriture ne donnaient pas l'impression d'une explosion. Ils ressemblaient plutôt à une peau qui aurait tenté de parler après la disparition de son auteur. Les phrases montaient, descendaient, contournaient les meubles, s'interrompaient près des prises, reprenaient derrière une étagère. Certaines zones étaient presque vides, d'autres noircies par des reprises si serrées que les mots devenaient texture. Iriam active les relevés muraux. Pression variable, 3 outils d'écriture sont reconnus, durée estimée de production entre 11 et 14 heures, pause hydrique, aucun signe de panique motrice, il savait ce qu'il faisait. oui. Et il savait qu'il ne fallait pas s'arrêter, Rajoutai-je. Une notification traverse les lentilles d'Iriam. Son visage s'éclaire à peine, juste assez pour que je comprenne qu'Atlas venait de reprendre l'avantage. Nouvelle chaîne causale, dit-elle. Suicide protestataire contre les protocoles de mort volontaire, cohérence humaine réévaluée à 79%. Elle aurait voulu que je trouve cela rassurant. Je ne vis qu'un piège mieux habillé. 79, Répète-t-elle. c'est exploitable. Je regarde les murs, puis le violoncelle. exploitable n'a jamais voulu dire vrai ou concluant. Je m'approche du violoncelle. De près, il paraît plus ancien que sur les images.
massif, aux courbes quasi charnelles, presque musculaires. Le bois, cette fatigue noble des objets qui ont survécu à plusieurs propriétaires sans appartenir tout à fait à aucun. La corde du dos descend avec une mollesse infime. Le chevalet penche d'un degré à peine perceptible, assez pour déranger un regard exercé. Le mien ne l'était pas, mais celui de Basile le serait. Je l'appelle depuis la pièce sans passer par Atlas. Le geste est archaïque, marquant 3 tonalités brèves avant d'entendre sa voix directe, un peu rauque, avec derrière elle le frottement d'un atelier. Andreus ? Il prononce mon nom comme si aucune donnée ne s'y était jamais accrochée. J'ai besoin de toi, Basile. Ah, ça commence mal. Un violoncelle que tu as restauré se trouve sur une scène de décès. Il y eut un silence, mais ce silence n'était pas vide. J'y perçois les bruits de son atelier, j'y distingue un outil posé sur une table, peut-être un archet qu'on déplace, le raclement d'une chaise. Chez Voss, n'est-ce pas ? Je ferme les yeux une seconde. Comment le sais-tu? Tu le connaissais bien? On ne restaure pas un instrument comme celui-là sans entendre 2 ou 3 confidences de son propriétaire. J'arrive. Il raccroche. Iria me regarde depuis l'autre côté de la pièce. Tu aurais pu demander à Atlas le détail de leur relation. Je viens de le faire. Non, tu as demandé à ton frère. Précisément. Elle eut ce sourire mince qui, chez elle, remplaçait parfois l'agacement. Et tu appelles ça une méthode ? Pour appuyer ma réponse, je suis du doigt une phrase écrite à hauteur d'épaule sans toucher le mur. La méthode complète extrait ce qu'elle ne supporte pas. Je n'ai pas encore la méthode, Iriam. Je sais seulement que ce Voss a choisi, selon un enchevêtrement de causes qui échappe même à Atlas, d'écrire ces mots sur les murs et de mettre en scène sa mort à côté d'un violoncelle. Il est sorti des protocoles et des obligations liées au suicide assisté. C'est une enquête pour meurtre, un meurtre de soi. Et pour élucider ce crime, il nous faut sortir du modèle établi. Basile arrive 40 minutes plus tard, avec une housse d'outils sur l'épaule et un manteau taché de vernis. Il a 2 ans de moins que moi et paraît depuis toujours plus vieux. Ses mains sont longues et noueuses, ses doigts portent des petites coupures, des traces de colle et des durillons que les correcteurs dermiques auraient effacés en une nuit s'il avait daigné les utiliser. Il ne refusait pas Atlas, il l'appelait quand il cherchait une provenance, une cote, une archive de facture, un traité oublié sur les vernis italiens, puis il refermait tout et retournait au bois. Il entre dans la pièce sans nous saluer, ni même sans jeter un œil sur les murs. Son regard alla au violoncelle avec une attention qui me fit presque honte par égard pour le mort. Là où j'ai remarqué un simple instrument de musique, lui semble retrouver une présence amie. « Qui l'a déplacé ?» demande-t-il. Iriam répond aussitôt. Il n'y a eu aucun déplacement après le décès selon les capteurs domestiques. Les premiers intervenants ont maintenu la scène à l'identique. Basile lève les yeux vers elle. Je ne parle pas du cadavre, je parle du violoncelle. Elle pince légèrement les lèvres. L'instrument n'a pas été considéré comme central. Alors, commencez par considérer que vous avez démarré votre enquête de travers. Je crus devoir intervenir, puis je me tus. Basile s'agenouille devant l'instrument sans le toucher. Il reste ainsi longtemps, trop longtemps pour Iriam. Il observe le chevalet, les cordes, l'angle du manche, la poussière près de la pique, puis il approche son oreille de la table d'harmonie comme on écoute un animal endormi. Il l'a fait résonner, dit-il. Iriam consulte les relevés. Aucune captation sonore exploitable dans les heures précédant le décès. L'appartement était en mode confidentialité. Basile me regarde. Tu entends ? Même quand ça n'entend pas, ça croit pouvoir dire qu'il n'y a rien. Je sens la réplique me traverser plus vivement que je ne l'aurais voulu. Mon frère possède cette brutalité-là. Il ne cherche pas mes failles. Il parle sans détour et mes failles se placent d'elles-mêmes sous ses mots. « Qu'est-ce que tu vois » demandai-je. Ce n'est pas à voir. Il ouvre sa housse et sort un petit accordeur mécanique, un modèle archaïque, sans connexion. Iriam eut un mouvement presque imperceptible de recul, semblable à celui qu'on aurait devant un instrument chirurgical mal stérilisé. Basile pince la corde grave, le son n'était pas agréable. Il est bas, légèrement voilé, tendu par une oscillation qui semble chercher sa place sans la trouver. La note bat contre les murs, revient sur elle-même, se défait en une vibration trouble. Pendant quelques secondes, les écritures autour de moi cessent d'être des phrases. Elles deviennent des surfaces d'écho. Mon sternum vibre, puis ma gorge, puis un point derrière les yeux que je ne saurais nommer sans avoir à rappeler à ma mémoire au moins 5 domaines de savoirs inutiles. Atlas projette sur ma lentille interne une analyse acoustique. Fréquence fondamentale, déviation,
Hypothèse de désaccord accidentel. Corrélation faible avec les inscriptions murales. Je désactive l'affichage. Basile m'avait vu faire, C'est volontaire, conclut-il. et même orchestré. Iriam croise les bras de scepticisme et réplique aussitôt. Un désaccord ne prouve rien et encore moins une intention. Non, il prouve seulement que votre idée d'un instrument s'arrête au son qu'il produit. Elle le fixe. Glacial. Et la vôtre s'arrête où? Là où le savoir commence, je suppose. Basile pose la main sur le violoncelle avec une délicatesse qui rend soudain la pièce plus silencieuse. Il s'arrête dans ce qu'un homme accepte de ne pas corriger, ou de ne pas savoir, pour privilégier ce qu'il expérimente. Je voulus parler, mais aucun mot ne vint. Cela m'arrive de plus en plus souvent. Les mots sont là, en surnombre, pressés, les uns contre les autres, chacun accompagné de son histoire, de ses usages, de ses risques, de ses équivalents. Je ne manque pas de langage, j'en ai trop. Et parfois la confusion prend le dessus. Avant la phrase, il y a la bibliothèque entière des formulations possibles, et cette abondance empêche ma voix de sortir. Basile se relève, passe devant moi, et s'arrête si près que je sens l'odeur de vernis, de laine humide et de métal froid sur ses manches. Tu as encore demandé à Atlas ce que tu devais entendre? Non. Pas cette fois ou pas encore? La phrase me frappe plus durement que nécessaire. Iriam s'était éloignée vers le mur nord, occupée à relever une série d'inscriptions. Elle nous laissait de l'intimité par efficacité. Je fais mon travail. Dis-je. Bah, je sais, c'est ce qui m'inquiète. Basile, arrête, tu ne vas pas recommencer. Quand tu me parles, Andreus, j'ai parfois l'impression d'entendre quelqu'un qui a lu notre enfance sans l'avoir vraiment vécu. Je ne réponds pas. La pièce aurait pu s'effondrer que je n'aurais pas davantage bougé. Sur le mur derrière lui, Voss avait écrit « Un récit trop propre ne laisse plus entrer les morts. » Je me souviens de notre enfance. Je peux en reconstituer les lieux, les dates, les adresses, les déménagements, les maladies, les disputes, les revenus de nos parents, les écoles, les cartes, les photographies, les enregistrements. Je sais quel âge avait Basile lorsqu'il a démonté son premier violon en 2 brocantes. Je sais que j'avais ri, puis que notre père avait crié, puis que notre mère avait conservé les pièces dans une boîte à biscuits pendant des années. Tout cela m'était disponible. Mais lorsque je cherchais le rire lui-même, non son contexte, ni sa probabilité sonore, une onde blanche envahissait l'intérieur de mon crâne. Un bruit égal, sans bord, où chaque signal existait encore sans parvenir à se détacher du fond. Basile retourne au violoncelle. Il pince une autre corde plus haute. Elle répond avec une justesse presque douloureuse. Voss m'a demandé de ne pas le rendre parfait. Dit-il. Il t'a dit autre chose? Basile ne répond pas tout de suite. Il passe le pouce sur le bord du chevalet, là où le bois avait gardé une pression minuscule. Oui. Et tu comptais attendre encore longtemps avant de nous le dire? J'attendais de savoir si tu me le demandais, toi, ou si tu allais laisser Atlas le faire à ta place. Iriam se rapproche. Si Voss vous a donné une raison, pourquoi ne l'avez-vous pas transmise lors de votre déclaration initiale? Basile regarde Iriam, puis m'observe avec une lenteur volontaire. Parce que personne ne me l'avait expressément demandé. Eh bien, je vous le demande. Expressément. Il m'a dit « Un instrument qui a tout oublié de ses blessures ne fait plus de musique. Il produit un son conforme semblable à un bruit blanc. » Iriam envoie aussitôt la phrase à Atlas. Je le devine sans l'avoir fait. Sa posture avait changé d'1 millimètre, et je connaissais chez elle ce basculement imperceptible vers la collecte. Basile le sut aussi, Vous venez de la perdre. dit-il. Elle fronce les sourcils. Pardon? La phrase « Vous venez de la donner à manger à Atlas. Alors vous venez d'en perdre tous les sens. » Les mots me parurent brutaux, presque vulgaires, mais ils sonnaient justes. Atlas mangeait nos phrases depuis des décennies. Il les digérait, les comparait, les corrigeait, les rendait disponibles. Il ne dévorait rien avec violence, il absorbait pour aider. Et c'était peut-être cela le plus difficile à reconnaître. Plus nous l'entraînions au réel, plus nous nous en éloignions. Je m'avance vers le mur principal où l'écriture y est plus dense qu'ailleurs. Plusieurs fractions entourent une portée grossièrement tracée à main levée, sans clé correcte, sans mesure stable,
Pourtant, les espacements correspondent à la vibration que Basile vient de produire. Je le compris avant de pouvoir le prouver, ce qui me troubla. Je dis à voix haute. Les murs ne sont pas le simple support d'un texte, ils sont bien plus que cela. Myriam se tourne vers moi, interloqué. Andréus, reste sur l'enquête des causes. C'est justement ce que je fais. Les murs sont organisés autour du son. Atlas a déjà modélisé la possibilité d'une structure musicale, ça ne colle pas. Il a modélisé comme contenu de conformité, pas comme contrainte de lecture. Basile sourit en me fixant et ajoute. Mon frère commence à comprendre ce qui n'est pas digérable par votre gargantua de l'info. Notez la date dans votre atlas, s'il vous plaît. Cela m'échappait, mais sa phrase resta en moi, insolente et brûlante. Je reprends plus lentement. Les mots ne sont peut-être pas là pour expliquer sa mort. Ils sont là pour empêcher qu'on l'explique trop vite. Il n'y a pas de cause, seulement un effet. Mon hypothèse est que Voss est mort comme il a vécu, en privilégiant l'expérience directe sans jamais rien confier à Atlas. Ce n'est pas un suicide, c'est une scène dressée contre notre manière de conclure. Myriam s'approche du mur, sa main s'arrête à quelques centimètres d'un cercle noirci. Elle ne touchait jamais les scènes. Elle les consommait par capteur. C'est absurde. Un message qui refuse l'interprétation n'est pas un message, c'est un obstacle. Ou une protection. Contre quoi? Contre lui-même. Je regardais cette phrase qui revenait partout, jamais au même endroit, jamais avec la même pression. Ne complète pas. Le bruit dans ma tête s'intensifia. Atlas préparait des hypothèses, même sans affichage actif. Je le sentais dans la manière dont mes associations se formaient, trop rapides, trop limpides. Suicide de protestation, acte antisystème, dérive cognitive, sabotage symbolique, rituel privé, décompensation, mise en scène, appel posthume à enquête humaine. Toutes ces voies sont possibles. Aucune ne respire ce que je pressens. Je recule d'un pas. Contre nous, dis-je enfin. Myriam me regarde avec une attention nouvelle. Nous? Contre ce que nous faisons quand nous voulons bien faire. Compléter, relier, rendre acceptable. Livrer une cause propre, une conclusion exploitable, un dossier refermable. Atlas n'a jamais porté le monde, pas plus que Voss n'a nourri Atlas. Il s'est porté lui-même. Atlas est né pour réguler notre chaos. Mais ce Voss, il en a extirpé sa propre musique. Nous vivons dans l'éther virtuel offerte par Atlas, tandis que cet homme a créé son île. Basile joue de nouveau les cordes de violoncelle. Cette fois, je ne cherche pas la fréquence, je laisse entrer le son dans son authenticité. Il vibre contre les phrases, contre mon sternum, contre les mots que je n'ai pas encore dits. Dans son désaccord, il y a un mystère que les données n'ont pas altéré. Myriam, elle, n'entendait pas cela, ou bien elle l'entendait et refusait de lui donner de la valeur. Andréus, une société ne peut pas fonctionner avec des lacunes sacrées. Tout doit pouvoir entrer dans le calcul pour entraîner Atlas et être toujours plus performant. Il ne s'agit pas de les sacraliser. Alors quoi? De les protéger comme un vestige d'un autre temps? Je pensais aux autocabines, aux protocoles de fin de vie volontaire, aux salles privées où l'on pouvait organiser son départ comme un dernier document bien rangé. Je pensais à Voss, choisissant de mourir hors formulaire dans une pièce saturée de mots et de vibrations afin que sa mort ne devienne pas une réponse protocolaire, un enregistrement de plus dans le flux du savoir collectif. Je pensais à mon propre confort, toutes les fois où j'avais posé une question à Atlas alors que j'aurais pu chercher la réponse moi-même, toutes les fois où je l'ai laissé finir mes phrases, proposer un angle, ordonner une intuition, me dispenser d'un effort que personne ne me réclamait plus. Puis je réponds enfin à Myriam. Il s'agit de les écouter de l'intérieur, sans tenter de les rationaliser. Basile baisse les yeux et, pour la première fois depuis son arrivée, son visage perd son ironie. Mon frère, il t'a fallu un mort et un violoncelle désaccordé pour approcher la vérité. C'est un début. Le silence après Voss, c'est encore du Voss. Et les blancs entre chaque mot aussi. Ce n'est pas du bruit, c'est une symphonie. J'ai failli lui répondre, mais je ne suis pas allé au bout de mon idée. À la place, un souvenir s'imposa.
Basile, enfant, assis par terre, entouré de pièces de bois et de cordes, tenant entre ses genoux un violon éventré qu'il avait voulu sauver. Je savais l'histoire, elle était disponible, indexée dans ma mémoire familiale, reconstructible à volonté grâce à Atlas. Mais là, pendant moins d'une seconde, je ne le suis pas, je la revis, je la ressens. La différence fut si violente que je dus poser la main sur le mur. Sous ma paume, l'encre avait séché en relief. Voss avait appuyé fort sur certains mots. Je sentis leur épaisseur avant de les lire. Le blanc n'est pas vide. Il tient la place de ce qu'on ne doit pas voler. Je me dis alors que le dossier ne demande pas seulement une conclusion, il demande une désobéissance de forme pour accéder à une connaissance de fond. Cela n'a rien d'une rébellion ou d'un refus des savoirs aussi illimités que les cieux incarnés par Atlas. Non. Je n'allais pas rejouer la vieille fable de l'homme contre la machine. L'entaille est plus fine, plus profonde aussi. Je dois produire un acte administratif presque imperceptible et donc potentiellement dangereux. Nommer le manque sans le combler. Je réouvre mon canal professionnel. Le formulaire de rapport se déploie devant moi, impeccable, impatient, prêt à recevoir la cause. Je parcours les catégories disponibles. Suicide volontaire non protocolisé, acte protestataire, trouble de causalité interne, message posthume, sabotage cognitif, mise en scène symbolique. Aucun ne convenait. Mais toutes auraient permis de refermer proprement l'enquête. Je demande l'ouverture d'une catégorie libre. Le système me prévient que cette procédure allongera le traitement, réduira la lisibilité statistique et nécessitera une justification humaine signée. Je souris malgré moi. Pour une fois, Atlas me rendait à l'effort. Iriam vit le champ s'ouvrir. « Andreus, qu'est-ce que tu fais ?» Je tape lentement, lettre après lettre, sans dictée, sans complétion. Lacune à valeur causale. Ne pas compléter sans destruction du sens. Le silence qui suivit n'appartenait pas à la pièce. Il nous appartenait. Iriam me fixe comme si je venais d'introduire une poussière dans la grande horloge de l'univers. Basile, lui, ne dit rien. Il pose seulement son archet sur la corde grave du violoncelle de Voss. Le son monte, rugueux, incomplet, traversé d'une fêlure. Il n'est pas harmonieux ou beau selon les critères d'Atlas. Il ne cherche pas à l'être. Il porte son défaut devant lui comme une preuve de passage dans ce monde. Je ferme les yeux. Durant quelques secondes, je ne reçus aucune synthèse, aucune hypothèse, aucun lien préparé. Le bruit blanc recula, tenu à distance par une note qui refusait de devenir donnée. Je ne sais pas encore ce que cela signifie. C'est justement là, dans cette absence de traduction immédiate, que quelque chose s'immisça. Je crus d'abord que le silence venait d'Atlas, mais il venait de moi. Pour la première fois depuis des années, je n'avais rien déposé sur ses épaules, ni la cause, ni le poids de décider à ma place. On dit qu'Atlas porte le monde. Ce n'est pas vrai. Il porte ce que nous ne voulons plus porter. L'incertitude, la lenteur, le désaccord, la fatigue de chercher, la honte de ne pas comprendre, la liberté rude de rester devant une question sans la transformer aussitôt en réponse. Basile tire encore une note du violoncelle. Elle tremble contre les murs écrits, contre le corps absent de Voss, contre Iriam immobile, contre moi. Une note seule, imparfaite, trop basse peut-être, mais qui oblige l'air à choisir une direction. Le contraire du bruit blanc n'est pas le silence. C'est une vibration assez singulière pour rappeler à l'être humain qu'il ne peut pas le combler simplement en déléguant tout le poids de sa compréhension. Je n'ai pas résolu la mort de Voss. Pas entièrement. J'ai seulement empêché qu'on la rende plus propre qu'elle ne l'est. Je quitte son appartement sans réponse, mais en connaissance de cause. C'est la première vérité de l'enquête. Vous venez de traverser un futur possible. Non pas comme une idée abstraite, mais depuis l'intérieur, par le corps, par les silences, par le son, par cette sensation étrange d'un savoir qui afflue plus vite que la conscience ne parvient à l'accueillir. Nous revenons maintenant à notre époque, car ces futurs ne naissent jamais de nulle part, ils germent déjà. J'appelle préquel le moment où nous revenons avant la fiction dans notre présent pour chercher les graines de réel qui auraient pu l'ensemencer.
Dans la préquelle qui suit, nous allons donc explorer les signes déjà visibles de ce futur où le savoir s'accumule plus vite qu'il ne s'intègre, où les réseaux multiplient les chemins jusqu'à troubler notre boussole intérieure, où l'intelligence artificielle, le quantique et les apprentissages accélérés promettent d'ouvrir des portes immenses sans toujours nous dire ce que ces portes déplacent en nous. Et je vais tenter de répondre à cette question. Comment transformer cette accélération des savoirs en connaissance, la connaissance en discernement et le discernement en cap? Vous pouvez poursuivre maintenant ou laisser d'abord résonner la fiction en vous pour revenir plus tard au décryptage grâce aux repères d'écoute qui sont indiqués dans le descriptif de ce fragment. L'essentiel n'est pas de tout recevoir d'un bloc, mais de trouver votre propre rythme pour comprendre ce que ce futur change en vous et peut-être vous repositionner en connaissance de cause et des effets. Préquelle, ces graines de futur qui ensemencent notre présent. Le rêve du savoir universel. Depuis toujours, l'humain rêve d'un savoir universel. La bibliothèque d'Alexandrie, l'encyclopédie de Diderot, Internet, Wikipédia, les moteurs de recherche, les IA génératives. Chaque époque a inventé sa grande machine à réduire la distance entre l'ignorance et le savoir. Nous avons cru pendant longtemps que le progrès consistait à rendre les livres plus nombreux, les réponses plus accessibles, les données plus rapides à trouver. Notre culture s'est construite dans une continuité littéraire, une phrase après l'autre, un chapitre après l'autre, une année scolaire après l'autre, un diplôme après l'autre. Cette logique avait ses rigidités, ses lenteurs, ses hiérarchies parfois étouffantes, mais elle offrait au moins une architecture. Le savoir ressemblait à une maison dont on pouvait parcourir les pièces, même lorsqu'elle était immense, jusqu'au jour où nous nous sentions prêts à construire notre propre maison avec sa propre architecture en phase avec notre histoire de vie, celle vécue et celle à vivre. Aujourd'hui, cette maison devient un réseau. Les portes s'ouvrent toutes en même temps. Les murs se déplacent constamment, les réponses arrivent avant même que les questions soient bien formulées. Le savoir ne se contente plus d'être disponible, il devient prédictif, interactif, recombinable, presque atmosphérique. Mais dans cet océan de l'histoire humaine, un fossé se creuse, celui entre le savoir et la connaissance. Le savoir s'accumule, la connaissance s'intègre. Le savoir peut être stocké, copié, résumé, transmis, accéléré, répété, même bêtement si je puis dire. La connaissance, elle, exige une traversée. Elle passe par l'expérience, par la mémoire, par la pesée et la forge des arguments, par le corps, par l'émotion, par l'éthique, voire la moralité, par le doute, par le temps. Alors que le savoir peut entrer aussi vite qu'il ressort, la connaissance, elle, doit prendre forme avec le temps. Une graine dans la main n'est pas encore une forêt. Il lui faut un sol, une saison, des nutriments, une résistance, une lumière. À force de confondre l'accès au savoir avec l'agrandissement de l'être, nous risquons de devenir riches en données et pauvres en discernement. Or, le discernement n'est pas un supplément d'âme pour jour calme, c'est l'organe central de l'époque qui vient. La capacité de distinguer ce qui informe de ce qui encombre, ce qui éclaire de ce qui hypnotise, ce qui se répète de ce qui se comprend, ce qui se sait de ce qui se pense avec conscience. Du récit au réseau, quand le savoir cesse d'avancer en ligne droite. Voici un mot qui change la donne, l'hypertexte. L'hypertexte n'est pas né avec Internet. Ted Nelson, informaticien, sociologue et penseur américain, crée les mots hypertexte et hypermédia autour de 1965. Et dès 1968, Douglas Engelbart, ingénieur visionnaire, est celui qui transforme l'hypertexte de la théorie au geste. Cliquer, relier, modifier, collaborer, naviguer. Avec lui, l'ordinateur cesse d'être seulement une machine à calculer, il devient une prothèse d'intelligence collective. Alors, qu'est-ce qu'un hypertexte au juste ? Un hypertexte, c'est un texte relié à d'autres textes par des liens. Dit ainsi, ça paraît presque simpliste. En réalité, c'est une révolution cognitive. Le livre traditionnel avançait selon un ordre. On pouvait le contester, le raturer, le feuilleter,
mais il proposait une progression. L'hypertexte, lui, ouvre des bifurcations permanentes. On clique, on revient, on compare, on scrolle, on ouvre 10 onglets, puis 15, puis l'on ne sait plus très bien si l'on cherche encore une réponse ou si l'on obéit simplement à l'appel des portes. La différence entre architecture et accumulation devient alors décisive. Une architecture donne un plan, une hiérarchie, des seuils, des retours possibles. Une accumulation pose tout à côté de tout. Elle peut donner l'impression de richesse, mais elle laisse aussi l'esprit seul devant un marché immense, saturé de panneaux, d'échos, d'offres et d'impasses. Entre les années 90 et 2000, plusieurs travaux confirment déjà que les systèmes hypertextes créent désorientation et surcoût cognitif. Lire dans un environnement non linéaire ne demande pas seulement de comprendre le contenu, car une partie de l'énergie mentale et de l'intelligence n'est désormais plus consacrée à comprendre, mais à se repérer, choisir, revenir en arrière, ne pas perdre le fil, ni le sens. Trop de liens sans structure peuvent donc transformer l'abondance en désorientation et en charge cognitive. Mais la structure ne désigne pas seulement l'architecture visible des liens, des menus, des pages ou des plateformes. Elle désigne aussi l'architecture invisible de l'esprit qui les reçoit. Oui, un cerveau humain ne naît pas avec un discernement prêt à l'emploi. Le discernement se construit, lentement, par le langage, par le jeu, par l'attention partagée, par l'expérience du corps, par les récits, par la frustration, par la mémoire des conséquences. Aussi, lorsqu'il s'agit d'un enfant, avant de naviguer dans un réseau de savoir, il doit pouvoir construire un dedans assez solide pour ne pas être emporté par chaque signal. Car si l'on installe très tôt un enfant devant des flux conçus pour capter son attention, avant même qu'il ne sache lire, raconter, attendre, relier, contredire ou hiérarchiser, on ne lui donne pas seulement un outil. On entraîne et formate son intelligence à suivre des stimuli plutôt qu'à construire une pensée. Il apprend le défilement avant la phrase, la récompense immédiate avant l'effort, la réaction avant le discernement. Autrement dit, un adulte peut se perdre dans l'hypertexte. Un enfant, lui, peut être formaté par le labyrinthe avant d'avoir construit sa boussole. Apprendre en accéléré, comprendre en retard. Il convient maintenant de définir un autre mot que notre époque emploie avec une légèreté dangereuse. Apprendre. Apprendre, ce n'est pas recevoir une information. Ce n'est pas seulement regarder une vidéo, obtenir une réponse, mémoriser une phrase ou reproduire un geste. Apprendre, c'est modifier durablement sa manière de comprendre, d'agir, de percevoir, de décider ou de transmettre. Une information peut passer en quelques secondes. Une connaissance doit fondamentalement changer la forme intérieure de celui qui l'accueille. Apprendre, ce n'est pas remplir un récipient, c'est modifier le cours d'une rivière. Or, tout pousse aujourd'hui vers l'accélération de l'apprentissage. Dans le paysage de l'apprentissage, plusieurs avancées convergent déjà. Les IA tutrices personnalisent les parcours, corrigent, relancent, adaptent le niveau. Ce ne sont plus seulement des machines à réponse, mais des précepteurs algorithmiques capables d'ajuster la lampe, la chaise et le rythme à celui qui apprend. Une étude publiée en 2025 dans Scientific Reports a d'ailleurs montré qu'un tuteur IA bien conçu pouvait permettre à des étudiants d'apprendre davantage en moins de temps qu'un cours actif en présentiel, avec un engagement et une motivation bien supérieurs. À côté d'elle, le neural training, c'est-à-dire l'entraînement cognitif, transforme l'attention en matière observable. Une sorte de miroir qui reflète les variations de concentration, de fatigue ou de régulation intérieure. Nous avons aussi la réalité virtuelle et l'haptique qui, elle, déplace l'apprentissage vers le corps. Laboratoire sans mur, écran qui répondent à la main, simulateur où l'on peut répéter un geste, sentir une résistance, corriger une erreur avant d'affronter la matière du réel. Alors, on ne télécharge pas une compétence comme dans Matrix. On transforme l'apprentissage en répétition sensorielle guidée. Et dans ce paysage, le quantique ajoute une strate plus profonde. Alors non, il ne va pas remplacer demain nos ordinateurs personnels, mais il annonce une autre manière d'interroger certains problèmes trop complexes pour les machines classiques. Simuler des molécules, explorer des matériaux, optimiser des systèmes, accélérer certaines étapes de la recherche scientifique.
Le risque n'est donc pas que chacun possède demain une machine quantique sur son bureau pour craquer les codes secrets de son voisin, non. Il est que des pans entiers du réel soient simulés, optimisés, décidés, très loin de nous, avant même que leurs effets arrivent dans nos vies ordinaires. Ces avancées sont fascinantes. Elles peuvent ouvrir de vraies possibilités. Apprendre autrement, mieux s'entraîner, réduire certaines inégalités d'accès, rendre plus concrets des phénomènes invisibles. Mais l'intelligence prospective commence là où l'enthousiasme accepte d'être interrogé. En effet, notre mémoire de travail reste limitée, c'est un fait. La mémoire de travail, c'est la petite scène mentale où nous maintenons quelques éléments disponibles pour raisonner, comprendre, comparer, décider. Or, la mémoire de travail n'est pas un entrepôt, c'est une table de cuisine. On peut y préparer une pensée, mais pas y déposer un continent. Alors, que se passe-t-il lorsque l'apprentissage s'accélère plus vite que l'intégration ? Eh bien, le cerveau devient une gare de triage en heure de pointe. Des wagons arrivent de partout. Notions, images, gestes, mots, compétences, alertes, rappels, synthèses, exercices, recommandations. Certains portent des matières précieuses, d'autres transportent uniquement, essentiellement du bruit. D'autres encore n'ont plus d'étiquette lisible. Le système classe, compresse, réoriente, jette, rappelle, associe. Tout circule. Mais circuler n'est pas comprendre. On peut alors savoir faire sans savoir pourquoi, reconnaître sans comprendre, répéter sans avoir traversé l'expérience, manipuler des notions sans avoir rencontré leur nécessité humaine, briller par excès tout en restant pauvre par intégration. C'est l'une des fragilités majeures du futur proche, une société où l'on apprend très vite, mais où l'on comprend en retard. Où chacun croit augmenter son savoir tout en tenant le réel à distance, où l'on se sent connecté à tout, mais parfois séparé de tous, où la compétence devient rapide, standardisée, efficace, sans que l'être ait eu le temps de se singulariser par son propre chemin. La singularité humaine passe aussi par la singularité de l'apprentissage. Les détours, les lenteurs, les erreurs, les rencontres, les contradictions, les humiliations utiles, les découvertes imprévues, la résistance d'un professeur, d'un ami, d'un adversaire, oh merci, d'un livre trop difficile, d'une expérience qui oblige à revoir sa copie. Une connaissance qui n'a rencontré personne devient vite une performance froide. Et une humanité formée par les mêmes interfaces, les mêmes résumés, les mêmes modèles, les mêmes accélérateurs pourrait devenir paradoxalement plus compétente, peut-être, entre guillemets, mais surtout plus remplaçable. Non parce qu'elle saurait moins, mais parce qu'elle apprendrait de moins en moins par des chemins réellement vivants. Sans mémoire, l'esprit devient disponible. La mémoire humaine n'est pas une base de données. Elle ne stocke pas le monde en ligne neutre, prête à être rappelée à l'identique. Elle sélectionne, consolide, reconstruit, nuance, transforme. La consolidation de la mémoire désigne le processus par lequel une information récente devient plus stable dans le temps. Elle dépend de l'attention, du sommeil, des émotions, du contexte, de l'importance accordée à l'expérience. La mémoire n'est donc pas un disque dur, c'est un atelier de montage. Elle coupe, rapproche, accentue, efface, relie, recompose. Même l'oubli n'est pas une panne. Il peut être adaptatif. Oublier dans certains cas permet de réduire le bruit, de limiter les interférences, de préserver ce qui compte. Les neurosciences contemporaines décrivent de plus en plus l'oubli comme une forme de plasticité. Certains souvenirs deviennent moins accessibles non parce que l'esprit serait défectueux, mais parce qu'il s'ajuste à son environnement et à ses besoins. Oublier, ce n'est pas toujours brûler une archive, c'est parfois tailler l'arbre pour que la sève atteigne encore les branches. Mais encore faut-il distinguer l'oubli vivant de l'effacement subi. L'oubli vivant participe au discernement. Il permet de hiérarchiser, de respirer, de ne pas tout porter avec la même intensité. L'effacement subi, lui, fragilise la conscience.
Lorsqu'un esprit est bombardé de stimuli, de notifications, d'informations morcelées, de colères prêtes à consommer, de vidéos brèves, de phrases coupées de leur contexte, il ne devient pas plus libre parce qu'il voit davantage. Il devient seulement plus réactif. Un être humain privé de mémoire structurée ne cesse pas de fonctionner, mais il réagit, il répond aux signaux, il s'indigne à l'heure prévue, il désire ce qu'on lui met sous les yeux, il confond intensité et vérité, il prend la vitesse de sa réaction pour la preuve de sa lucidité. Paul Ricoeur, grand philosophe français du XXe siècle, surtout connu pour ses travaux sur la mémoire, l'identité, l'éthique ou encore la responsabilité, nous dit ceci. Nous ne sommes pas seulement faits de souvenirs isolés, mais de la manière dont ces souvenirs sont reliés dans une continuité individuelle et collective. Les recherches sur la mémoire autobiographique vont dans le même sens. Nos souvenirs personnels servent notamment à construire notre identité, à nous orienter dans le présent et à maintenir une continuité du soi à travers les changements. En d'autres termes, sans mise en récit, la mémoire devient un amas de fragments. Avec elle, elle devient une continuité intérieure qui contribue à sa propre histoire et à celle de l'humanité tout entière. Notre roman intérieur n'est pas une fantaisie intime, c'est une architecture humaine ancestrale. Elle transforme des événements épars en continuité, des blessures en apprentissage, des rencontres en direction, des savoirs en responsabilité. Elle nous empêche d'être seulement disponibles au dernier stimulus. Voilà pourquoi la perte de mémoire n'est pas seulement un drame individuel, elle devient un risque civilisationnel lorsqu'elle se généralise sous une forme plus discrète. La perte de profondeur historique, la perte du contexte, la perte de la nuance, la perte du récit commun, la perte de la capacité à distinguer une information d'une connaissance, puis une connaissance d'une sagesse pratique. Sans mémoire, l'humain ne devient pas vide. Il devient disponible au récit des autres, aux colères préfabriquées, aux simplifications qui se prennent pour des évidences, aux systèmes qui n'ont pas besoin de nous convaincre longtemps, seulement de nous déclencher vite. Apprendre alors ne peut pas consister à empiler des savoirs. Apprendre exige de passer au crible de la conscience, de l'histoire, de son histoire, de l'éthique, du sens que l'on souhaite donner à sa vie, de la direction que l'on choisit. C'est seulement là que le savoir devient connaissance, et c'est seulement là que la connaissance devient discernement. Des mémoires lentes pour sauver la connaissance du naufrage des données. L'universalité des Lumières portait une ambition humaniste, rendre les connaissances partageables, former le jugement, arracher les esprits à l'obscurantisme. L'universalisation technique du savoir peut, elle, produire un paradoxe. Chacun croit accéder à tout, mais par des systèmes qui sélectionnent, ordonnent, résument et orientent une partie du réel avant lui. L'universel humaniste voulait élever les consciences et la connaissance. L'universel automatisé, lui, risque d'uniformiser les réponses avant même qu'elles aient le temps d'être humainement intégrées. Dans son roman Fahrenheit 451, Ray Bradbury frappait juste. Il écrit « Bourrez les gens de données incombustibles, gorgez-les de faits, qu'ils se sentent brillants côté information, et ils auront l'impression de penser tout en faisant du surplace. » C'est peut-être l'un des grands pièges du siècle. Se sentir brillant côté information tout en faisant du surplace côté pensée. Le quantique, l'intelligence artificielle, les interfaces immersives, les apprentissages adaptatifs, les technologies du toucher, les entraînements neurocognitifs, tout cela n'annonce pas seulement des outils plus puissants, cela annonce un nouveau régime du savoir. Plus rapide, plus dense, plus disponible et plus séduisant, mais aussi plus difficile à intégrer sans perdre le fil de soi. En réalité, plus les systèmes calculent vite et loin, plus l'humain devra renforcer ce que la machine ne garantit pas à sa place. Le discernement, la nuance, la mémoire, l'éthique, la capacité de relier les savoirs entre eux et à une orientation personnelle et singulière choisie. Nous n'avons pas à opposer la peur primitive de la technologie et l'ivresse de l'humain optimisé jusqu'à l'évaporation de lui-même. Ce choix paraît trop pauvre. Il rassure les camps,
mais il n'éclaire rien. L'enjeu est plus exigeant. Que devient la conscience humaine lorsque le savoir est illimité, instantané, quasi universel, et qu'il arrive par des systèmes qui calculent, classent, interprètent, hiérarchisent et orientent nos vies? La vraie ligne de crête est éthique, non morale. Il ne s'agit pas de distribuer des bons ou des mauvais points à la modernité. Il s'agit de se demander ce que nous voulons devenir au contact de nos propres puissances. Un savoir qui ne rencontre pas la mémoire devient du bruit sophistiqué. Un savoir qui ne rencontre pas l'expérience devient une compétence hors sol. Un savoir qui ne rencontre pas le discernement devient une arme dont on ne maîtrise pas la gâchette. Un savoir qui ne rencontre pas l'altérité devient une solitude très bien informée. À force de tout recevoir sans pouvoir tout relier, l'esprit ne gagne pas forcément en clarté. Il peut entrer dans une forme de bruit blanc, cette nappe continue où les signaux existent encore, mais où leur sens se brouille, se confond et se neutralise. Une donnée ne fait pas une pensée. Une réponse, même de la meilleure des IA, quantique ou non, ne fait pas une compréhension. Une compétence ne fait pas une conscience. Un accès au savoir ne suffit pas à agrandir l'être. Il nous faut réinvestir le champ des mémoires lentes. Pas par nostalgie ou par refus de la vitesse, mais parce que aucune connaissance véritable ne naît de l'instantanéité et dans la seule disponibilité immédiate. Il faut du temps pour relier, du temps pour douter, du temps pour sentir qu'une idée résiste, du temps pour vérifier si l'on transforme vraiment notre manière d'agir, de décider, d'aimer, de contredire, de transmettre. Cela s'appelle l'expérience du réel, l'interaction avec les vivants. Le futur ne se jouera pas seulement entre ceux qui savent et ceux qui ignorent. Il se jouera entre ceux qui accumulent des savoirs et ceux qui les intègrent, entre ceux qui réagissent au dernier signal et ceux qui savent encore replacer un signal dans une histoire, une mémoire, une responsabilité. La connaissance n'est pas un stock plus noble que l'information, c'est un savoir qui a traversé une conscience et une expérience. Et dans le naufrage possible des données, ce n'est pas la quantité de savoir disponible qu'il faudra sauver d'abord, mais cette fragile alchimie humaine par laquelle le savoir devient connaissance, la connaissance devient discernement, et le discernement redevient direction. Une civilisation ne grandit pas parce qu'elle sait davantage. Elle grandit lorsqu'elle parvient à relier ce qu'elle sait à ce qu'elle fut et à ce qu'elle choisit de devenir.